Voilà, donc nous allons démarrer. Merci encore pour être aussi nombreux pour ce rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, nous allons aborder les perspectives 2020, c'est-à-dire faire un bilan un petit peu de 2019, qui a été une année très positive en termes d'avancées indicielles. Et après, nous essaierons de faire effectivement, de mettre en exergue les différents thèmes qui vont être importants sur l'année à venir. Et puis nous finirons, donc là je vais mettre le plan, nous finirons par analyser les tendances avec des graphiques, que ce soit des indices sur quelques matières premières comme le gold, le Brent, et puis ensuite nous verrons le dollar. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions et je vois que certains déjà ont déposé des questions comme Hélène. On prendra une petite partie en fin de webinaire pour répondre aux différentes personnes qui ont posé des questions. Voilà, nous allons donc démarrer. Alors, que retenir de 2019 pour mieux envisager 2020? Eh bien, tout d'abord, on peut affirmer qu'il y a eu une confirmation du freinage de l'économie mondiale qui s'est observé depuis le pic de fin 2017. Donc, ce n'est pas un événement qui est apparu comme ça soudainement en 2019. C'est une dégradation qui s'est opérée depuis plus de 2 ans. Néanmoins, le PIB mondial sur l'année 2019 a affiché un taux respectable de plus de 3%. Est-ce qu'on est sur un taux plancher ou un taux plafond? Eh bien, ça va dépendre en partie des grands contributeurs de cette croissance mondiale, comme la Chine et comme l'Inde, qui ont connu des taux en forte réduction. On verra, on fera un zoom tout à l'heure sur l'évolution du PIB chinois. Il faut savoir que ces deux pays, Chine et Inde, ont mis en place récemment des plans de relance, relance au niveau des investissements publics, pour maintenir en fait et stabiliser, on va dire, les taux de croissance de ces deux pays. Selon la Banque mondiale, le PIB de la planète devrait progresser modestement cette année. Elle vise une hausse de 2,5 qui rentre dans la fourchette qu'on peut visualiser de la part de certains analystes entre 2,4 et 2,8. Donc une croissance mondiale qui devrait être en retrait par rapport à 2019. Cette croissance, elle a fléchi dans pratiquement tous les pays. On vient de voir Chine et Inde, excepté les USA qui ont maintenu un rythme surprenant de 2,5. Bon, il y a eu effectivement des relances qui avaient été mises en place depuis l'élection de Donald Trump. Mais en tout cas, la bonne surprise sur l'année s'est portée sur les USA. Et on verra qu'au niveau de la bourse, il n'y a pas photo, on a encore des belles envolées indicielles. Donc, cette peur de la récession qui a longtemps dominé en fait les débats, on parlait beaucoup de fin de cycle. C'est un cycle, pour l'instant, il n'arrive pas. Ça fait plus de 10 ans que les États-Unis dégagent de la croissance. Donc, pour l'instant, on va dire que il n'y a pas d'élément qui peut nous inciter à penser à une récession aux États-Unis. On avait eu quelques craintes au mois de juin. Je vous proposerai un graphique plus tard
sur la composition des taux en fait aux États-Unis, qui avait laissé craindre un début de récession. Ça s'est corrigé par la suite. Donc pour l'instant, je dirais la croissance tient. Donc le sentiment de hausse a repris depuis l'été 2019, malgré la stabilisation du cycle industriel. Donc là, il y a beaucoup à dire en fait dans l'évolution de l'économie en général, puisqu'on a eu globalement dans la partie industrielle une récession, notamment certains pays comme l'Allemagne ont connu de grandes difficultés. Donc cette stabilisation du cycle industriel a l'air de se maintenir à un taux bas, et on peut dire merci effectivement aux banques centrales qui ont été obligées pendant cette année de changer en fait de stratégie, notamment la Fed. Et on mettra un graphique tout à l'heure en écran pour visualiser ce changement de cap radical de la Fed en début d'année 2019 qui a permis au marché de connaître une certaine sérénité et qui a permis au marché de s'envoler en fait en termes de prix. Alors, on est arrivé à un schéma de taux négatif, ce qui fait qu'on a eu à un moment donné une courbe qui était assez plate des taux. Ces taux négatifs, en fait, bien entendu, favorisent, je dirais, la direction des capitaux vers les actions, mais elle met dans l'embarras, en fait, les banques, puisqu'elle compresse, en fait, les marges de ces établissements bancaires. Elle met dans l'embarras également tous les gestionnaires d'actifs qui doivent parfois avoir des difficultés sur les investissements d'actifs obligataires notamment. Donc on verra qu'il y a une sorte de quantification de la courbe des taux qui s'est remise en place dans le dernier trimestre 2019. Mais en tout cas, cette politique accommodante des banques centrales ne laisse aujourd'hui pas beaucoup de marge de manœuvre pour soutenir l'économie, et ça c'est quelque chose qu'il faudra surveiller si jamais on devait avoir, je dirais, une forte faiblesse de la croissance. Quelle serait l'action en fait de ces banques centrales aujourd'hui? On a vécu le feuilleton du conflit commercial sino-américain. Il faut savoir que ce conflit commercial, c'est la partie visible en fait de cette guerre dans laquelle s'affrontent les États-Unis et la Chine. Bon, j'ai mis entre parenthèses 5G puisque avant tout, ce conflit, c'est un conflit technologique où les États-Unis, qui avaient l'habitude de dominer un petit peu la nouvelle technologie avec des sociétés qui avaient largement dominé le secteur de l'Internet avec les GAFA, eh bien s'y retrouvaient un petit peu dépassés par cette nouvelle technologie 5G, à l'image de la société Huawei, cette société chinoise, contre qui les Américains ont voulu prendre des sanctions pour essayer de bloquer cette hégémonie. Donc, le conflit commercial est une émanation en quelque sorte de ce conflit technologique, qui est également un conflit politique, puisque les Chinois avaient ouvertement prononcé leurs intentions de devenir puissance numéro 1 sur la planète, et ça ne plaît pas vraiment aux Américains, bien sûr. Dernièrement, ce qui a marqué 2019 dans le cadre des indices, c'est bien entendu la quantité de rachat d'actions aux États-Unis, hein, plus de 900 milliards, on est sur des records consacrés à ces opérations. Le Nasdaq a réalisé plus de 60 records sur l'année. À titre de comparaison, en France, sur le CAC 40, il y a eu 11 milliards de
rachat d'actions, ce qui est un plus haut depuis 10 ans, le record sur CAC 40 étant toujours en 2017 de 19 milliards. Donc 11 milliards, c'était la deuxième année la plus intense en termes de rachat d'actions. Voilà un petit peu le résumé de cette année 2019. Alors j'ai peut-être pu oublier certains éléments, mais en tout cas, on a ici la quintessence de ce qui a marqué l'année qui vient de se terminer. Là, je vous ai mis, donc on aura parlé de graphique, ça va permettre un petit peu d'amener l'oxygène dans le webinaire, un petit peu de respiration. Là, je vous ai mis la croissance du PIB mondial. On voit que ce PIB reste tout à fait stable, grâce récemment donc, aux États-Unis, comme je vous l'avais dit. En zone euro, c'est plus compliqué, avec l'Allemagne qui a subi donc, cette récession industrielle. Et je vais vous montrer là l'évolution de ce qu'on appelle le PMI pardon, manufacturier, qui a subi donc une forte pression dans le monde entier en général, mais particulièrement en Allemagne, parce que l'Allemagne est un pays qui est très exportateur, donc qui a subi en fait de plein fouet la guerre commerciale. Donc, pour résumer un petit peu l'activité économique mondiale, on a eu une sorte de découplage entre les activités de services qui se sont très bien maintenues avec des indices qui sont au-dessus de 50, 50 étant la limite entre la croissance et la décroissance, entre la contraction et la croissance, et des indices industriels qui, eux, étaient souvent publiés en dessous de cette zone de 50. Là, je vous ai mis l'évolution trimestrielle de la croissance chinoise. Donc, on s'aperçoit que depuis 2010, effectivement, le taux de croissance a tendance à se réduire pour arriver sur un niveau de 6%, qui est un niveau que recherche la Chine pour 2020, une stabilisation en fait de ce PIB. Donc, tout ça explique en partie la baisse globale des échanges dans le monde, qui est venu un petit peu amplifier en fait le conflit entre les États-Unis et Pékin. Voilà, j'avais mis l'accent tout à l'heure sur les difficultés de l'Allemagne. Ici, on a la représentation donc, de l'indice PMI manufacturier. Donc on voit très bien que depuis le début 2019, eh bien, on est en récession industrielle dans l'Allemagne, même si depuis quelques mois, on s'aperçoit depuis 3-4 mois, il y a un léger mieux qui peut, à mon avis, perdurer dans le temps pour se rapprocher à nouveau de cette zone des 50 qui marque, comme je vous l'ai dit, la croissance et la contraction d'activité. Donc, je regarde s'il n'y a pas des questions, même si, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on verra la partie questions en fin de webinaire, sauf s'il y avait des petits ajustements à apporter par rapport à ce que je viens de dire. Non, il n'y a pas de problème. Donc, les marchés en 2019 ont donc profité de la thématique politique avec la levée progressive, donc de l'incertitude autour du Brexit et des tensions sino-américaines. Au niveau monétaire, donc Centrale relance, excusez-moi pour la faute, je viens de l'avoir maintenant, ENT, donc continue leur soutien monétaire. Et au niveau économique, eh bien, on a une stabilisation des PIB
développer grâce à la consommation et, comme je l'ai précisé tout à l'heure, grâce à la partie service qui constitue un vrai pilier pour la croissance des pays. On va faire un petit zoom sur les échéances 2020. Elles sont très politiques, puisque ça concerne dans un premier temps le Brexit, qui va avoir débuté la période de négociation entre les Britanniques et l'Union européenne jusqu'à la fin de l'année. Le calendrier, c'est également l'élection du président aux États-Unis, avec différentes dates qui vont marquer le calendrier 2020. D'abord, le 3 février, on a les premières primaires démocrates à l'Iowa. Ensuite, on a la nomination du candidat démocrate. Les candidats démocrates qui font une petite course au socialisme, hein. Donc il y a beaucoup d'incertitudes en fait par rapport à tout ça. Les projets de ces démocrates ne sont pas toujours appréciés par les marchés, comme par exemple, il pourrait y avoir des projets comme l'interdiction de rachat d'actions, on pourrait avoir des hausses des impôts des sociétés, on pourrait avoir une taxation des fortunes, ou encore des démantèlements des GAFA. Donc, c'est des programmes qui sont assez durs en fait, et qui vont être mis en avant par des candidats pour affronter donc Donald Trump le 3 novembre, où on aura effectivement un nouveau président ou un deuxième mandat pour Donald Trump. Alors, on démarre 2020 avec, si on garde un petit peu ces trois thématiques, politique, monétaire, économie, dans le cadre de la politique, eh bien, on a eu effectivement des événements importants sur la fin de l'année, au début d'année, avec le Moyen-Orient. Donc on a une vraie instabilité de la région, c'est pas nouveau. Et ce qu'il va bien falloir regarder, c'est bien entendu tout ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz, qui est le détroit sur lequel, en vertu duquel un quart des échanges pétroliers transitent. On reviendra tout à l'heure plus en détail avec le zoom sur le pétrole. On sait que s'il y a un blocage, bien entendu, eh bien, on a une hausse du pétrole, et cette hausse du pétrole peut freiner la croissance. On va surveiller effectivement tout ce qui se passe en Chine, avec la Chine qui a des ambitions planétaires. On l'a vu tout à l'heure quand on parle du conflit entre les États-Unis et la Chine, c'est la base en fait de ce conflit. Et puis les ambitions aussi continentales avec Hong Kong, où il y a des vraies difficultés je dirais, de société, et puis Taïwan aussi. Donc ces deux régions qui montrent une vraie opposition au régime chinois. C'était confirmé ce week-end dernier à Taïwan avec des élections qui ont remis en place l'ancienne présidente contre le régime chinois. Au niveau monétaire, eh bien, les banques centrales sont toujours là. Elles vont surveiller, bien entendu, ce qui se passe au niveau économique, et elles sont toujours présentes avec leur politique accommodante. Alors, l'inflation est bloquée. C'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on n'a plus d'inflation. Quelques éléments pour expliquer ça, bien entendu, une énergie abondante. On voit qu'il n'y a aucune pression en fait sur la hausse des matières premières, et sur la hausse notamment du Brent, du WTI, avec le schiste américain. Des pressions déflationnistes qui perdurent avec la digitalisation, et aucune pression sur les salaires, même aux États-Unis, qui connaît le plein emploi. Au niveau économique, eh bien, l'Europe sera un petit peu en ligne de mire, avec la possibilité de mettre en place des plans de relance. On pense à des pays qui sont plutôt, je dirais, avec aucun déficit, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas.
la Chine, eh bien, sera inévitablement dans le collimateur. Et puis, les BNA des entreprises, il faut savoir que aujourd'hui, en 2019, les BNA des entreprises dans le OSP 500 ont évolué de manière assez stable et qu'il est prévu, d'après les analystes, une hausse des bénéfices de ces entreprises américaines entre 9 et 10%, avec pratiquement 4% sur le premier trimestre. Donc, cette confirmation de ces bonnes prévisions pourrait être un, un, un déclencheur en fait d'une hausse de marché et pourrait être un pilier en fait pour que les indices puissent continuer leur ascension mis en place depuis plus d'un an. Alors là, je vous ai représenté le taux mis en place par la Fed. Donc vous savez que c'est la Fed, quand elle met en place son taux, elle fournit une fourchette de prix, une fourchette de taux. C'est la fourchette basse en fait, la bande basse de la fourchette. Donc on a bien vu que depuis 2015, eh bien, on était sur un schéma de normalisation. La Fed remontait ses taux régulièrement en 2017, 2018, hein, avec un bel escalier, avec un plateau également sur début 2019, et puis soudainement, eh bien, la Banque centrale américaine a décidé de revoir sa stratégie, de changer de cap, et à l'inverse, de réduire ses taux. Le conflit commercial étant passé par là, donc la Banque centrale a voulu anticiper en fait une quelconque récession. Pour 2020, théoriquement, on devrait avoir une stabilité de ces taux directeurs, puisque la Fed n'a pas prévu de manière ostentatoire de baisser une nouvelle fois les taux. Donc là, c'est un graphique que je trouve très intéressant, ça va nous permettre d'imager ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Vous avez en jaune la courbe des taux depuis le 1er juin aux États-Unis. Donc vous avez le rendement, si on prend l'échelle en bas, vous avez le rendement sur les emprunts à 1 mois, 3 mois, 6 mois, jusqu'à 30 ans. Et on s'aperçoit que en juin 2019, eh bien, on avait des taux très courts, donc des taux à 1 mois, 3 mois, 6 mois, qui étaient aussi élevés, qui étaient même plus élevés que 10 ans. Et c'est à partir de là qu'il y a eu des commentaires en disant que quand on a ce genre de scénario, eh bien, très souvent, quelques mois après, on a une récession qui se met en place dans ce pays-là. Voilà, donc c'était les craintes en fait qui ont ressurgi à ce moment-là. Et puis il y a eu un ajustement en fait de cette courbe. C'est la courbe verte qui est affichée sur le même graphique avec les taux actuels. Et on voit qu'il y a eu un réajustement des taux courts. Donc on a aujourd'hui des taux longs qui sont supérieurs à la normale en fait par rapport au taux court. Donc on a une sorte de normalisation, de quantification qui s'est un petit peu qui s'est mis en place sur les derniers mois et qui permettent qu'on déstresser en fait les marchés, puisque les grandes motivations des investisseurs au mois de juin 2019 pour
se porter acquéreur des échéances courtes, c'était la crainte du futur. Et quand on craint le futur, donc quand on craint une récession par exemple, eh bien les investisseurs vont davantage en fait sur des durations, donc des échéances plus courtes. Concernant le taux à 10 ans, je ferai une petite parenthèse, hein, on verra tout à l'heure. Également, il faut savoir que donc, le taux à 10 ans aujourd'hui aux États-Unis, vous le vérifiez sur la courbe, il est au-dessus de 180 points de base, c'est-à-dire 1,80%. Qu'en Suisse, on est toujours sur du taux négatif, moins 0,50. Aux Pays-Bas, on est également en taux négatif, ainsi qu'en Allemagne et au Japon. Donc on a moins de pays aujourd'hui qui se trouvent avec des rendements négatifs, hein, puisqu'on est sur un schéma de hausse. Et on va le vérifier sur le graphique suivant, qui prend en compte donc, les taux à 10 ans en jaune, le taux américain. Donc c'est celui qu'on a pu vérifier tout à l'heure sur l'échéance 10 ans, donc autour de 1,80. En blanc, vous avez la courbe de rendement de l'OAT française, donc l'emprunt d'État français, qui lui passe au-dessus de la ligne du zéro, donc il est en taux positif. Et le Bund allemand, lui, reste en taux négatif, mais après une remontée, puisque au plus bas, on a dû être à 0,70, je crois, moins 0,70 sur l'emprunt allemand. Donc cette tendance de rebond des taux longs depuis mi-2019 se perd sur l'ensemble de la planète. Et comme je le disais tout à l'heure, on avait une majorité d'emprunts à 10 ans qui étaient à taux négatif en Europe en tout cas, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque simplement la Suisse, les Pays-Bas et l'Allemagne ont un taux souverain à taux négatif. Donc, est-ce que cette tendance va perdurer et pourquoi d'ailleurs ça se met en place? Tout simplement parce qu'il y a moins de stress. On a vu qu'au niveau politique et économique, il y avait plutôt des bonnes nouvelles. Donc, je dirais la tendance de rebond pourra, dans un premier temps, persister si effectivement on s'aperçoit que les banques centrales réduisent leurs achats d'actifs, c'est-à-dire leurs achats de dettes souveraines. Eh bien, on aura une courbe qui pourra davantage remonter. Mais pour l'instant, on a un ajustement qui est un petit peu normal, de revenir autour du zéro et autour de 2% pour les États-Unis. On devrait se stabiliser et je dirais l'intervention des banques centrales ou la réduction de l'intervention des banques centrales pourra influencer directement l'évolution de ce rendement. Voilà pour les taux. On va passer maintenant au pétrole, qui était le sous-jacent d'actualité, on va dire, sur le début 2020. Il faut savoir que le pétrole, on pourrait faire, je dirais, un webinaire complet là-dessus. C'est une variable avec de forts enjeux macroéconomiques. On s'est aperçu ces derniers jours donc, que la région du Moyen-Orient était toujours imprévisible, donc, avec des possibilités de voir le pétrole connaître des envolées sur une journée de 5, 6, voire 10%. On verra le graphique tout à l'heure que ces flambées momentanées ne persistent pas. Pourquoi pourtant, le pétrole, c'est toujours, on a toujours la peur en fait que la nouvelle flambée de pétrole pénalise l'économie mondiale après la guerre commerciale et malgré la désescalade de ces derniers jours. Il faut savoir que l'offre est conséquente.
elle dépasse la demande de 1 million de barils par jour. Et on sait pourquoi, parce que le pétrole de schiste américain est un vrai pourvoyeur de capacités additionnelles. Et qu'aujourd'hui, au niveau du pétrole, eh bien, vous avez des grands groupes qui viennent américains, qui viennent, je dirais, s'intéresser au pétrole de schiste. Vous avez des groupes comme Exxon et Chevron qui aujourd'hui investissent dans le pétrole de schiste. Donc, s'ils investissent dans le pétrole de schiste, eh bien, c'est que ces groupes pensent qu'il y a un potentiel important, car ils y mettent des gros moyens financiers. Avant, c'était des petites compagnies en fait qui géraient ces pétrologistes avec des compagnies qui étaient très fragilisées financièrement souvent, qui n'avaient pas les moyens de ces grands groupes. Donc là, on passe à un stade supérieur, ce qui va permettre, je dirais, au pétrole schiste américain de donner une vraie indépendance en fait aux États-Unis. Alors, concernant le stress en fait qu'on a vécu sur le pétrole, c'est toujours la possibilité d'envisager le pire scénario, c'est-à-dire le blocage du détroit d'Ormuz, hein, ce détroit que je vous ai affiché, euh, où transite, comme j'ai dit tout à l'heure, une grande partie de la production mondiale. Et la fermeture du passage stratégique par l'Iran serait une sorte de déclaration de guerre, hein, puisque là, on aurait vraiment une forte flambée du prix avec des incertitudes sur tout ce qui est livraison, et là, on aurait une sorte de panique en fait sur le marché. Là, je vous ai représenté le prix du Brent. Donc le Brent a connu récemment deux pics. Le pic 1, c'était l'attaque des équipements saoudiens par l'Iran. Et le récent pic 2, avec l'attaque des États-Unis. Et on s'aperçoit que à chaque fois, on a un retour des prix. Donc ça ne tient pas en fait, tout simplement parce que ce marché du pétrole aujourd'hui est extrêmement fourni. Et donc on a, si on prend effectivement un graphique depuis un an, plus d'un an, on a une sorte de stabilité en fait, hein. Si on avait une moyenne des prix, là on serait autour de 65 $. Euh, bon, on avait eu un T4 2018 qui avait été un peu plus nerveux, avec cette crainte de récession, mais que depuis, eh bien, on a une volatilité quand même qui s'est largement réduite. Et puis, on a une offre donc, qui est pléthorique, on a une demande qui se réduit un petit peu avec un tassement des taux de croissance. Si on a des croissances qui s'affaiblissent, eh bien on a des niveaux de consommation qui s'affaiblissent aussi. Donc on a tout ça crée une sorte d'environnement déflationniste en fait sur le pétrole. Et aujourd'hui, euh, les événements qui ont pu impacter sur une ou deux journées le prix du pétrole, eh bien, se sont trouvés, je dirais, vite bloqués par, des vendeurs qui viennent un petit peu chapeauter le marché sur des pics de hausse. Après le pétrole, on va un petit peu regarder ce qui se passe sur l'or. Donc voilà, l'or avait été déjà parmi les sous-jacents à suivre sur 2019. On a cassé au cours de cette année des niveaux importants, alors qu'on ne voit pas forcément sur ce graphique, parce que j'ai zoomé un petit peu l'évolution du gold, et ce qui fait qu'on ne voit pas réellement ce qui s'est passé par rapport à des graphiques long terme. Mais en tout cas, bon, je voulais zoomer parce que on s'aperçoit que depuis 6 mois, en fait, l'or donc, avait connu une hausse de
1300 à 1500 et que la consolidation se fait plutôt bien horizontalement. Donc pour moi, c'est des signes que le sous-jacent peut encore progresser. Là, on a fait une extension sur 1560. Je pensais qu'on allait faire un pullback sur 1550. On est en train de travailler la zone. Donc, pour tout dépassement de 1550, on pourrait retrouver un nouveau courant acheteur qui pourrait emmener l'or sur des niveaux, peut-être des niveaux historiques qui sont autour de, qui sont sous les 2000, mais en tout cas retrouver des niveaux comme 1700 dollars l'once. Concernant donc l'or, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le métal jaune avait été pénalisé pendant ces dernières années, depuis 2012-2013 avec l'intervention des banques centrales, avait été pénalisé par une faible inflation et un dollar qui restait malgré tout assez ferme. Mais on s'aperçoit que les banques centrales aujourd'hui continuent quand même d'acheter de l'or et que les taux négatifs ont permis en tout cas de pouvoir concurrencer, de rendre très concurrent l'or qui, comme on sait, ne dégage pas de rémunération, mais les obligations d'État se retrouvaient un petit peu dans le même cas de figure. Donc ça donnait des motivations aux investisseurs pour se diriger avec, en grossissant un petit peu leur poche d'investissement sur l'or. Concernant les indices, alors j'ai eu pas mal de questions qui sont tombées sur les indices, on fera peut-être un petit point tout à l'heure. Donc là j'ai voulu faire une petite présentation sur le CAC. Alors bon, un graphique long terme sur 10 ans, alors même si le canal est un petit peu grossier, puisque on a des bornes inférieures qui sont plutôt pertinentes, en borne supérieure c'est moins évident, mais en tout cas on s'aperçoit que l'indice parisien se situe dans un schéma haussier long terme. Voilà. Enfin, si certains en doutaient, en tout cas avec ça on peut le vérifier. Donc le CAC 40 qui, je vous répète, est un indice qui n'intègre pas les dividendes, donc on n'est pas sur des plus hauts historiques, mais si on consulte le CAC 40 dividendes investis, on s'aperçoit que là, effectivement, on a inscrit des nouveaux records historiques sur 2019 et sur 2020. Donc, la tendance de fond, elle est bonne. Après, si on zoome, donc si on se rapproche un petit peu des cours récents, eh bien, on s'aperçoit que depuis plus d'un mois, en fait, on est sur un marché complètement stable, autour des 6000, avec un pic à 6070 et puis une zone basse qui est à 5940. Voilà, on fait un joli rectangle de consolidation horizontale. Certains appellent ça une phase de distribution. Donc il faudra surveiller effectivement le dépassement d'une des deux bornes pour je dirais, trouver peut-être un sens directionnel un peu plus affirmé. Peut-être que la cassure des 5940 serait un signal plus fort que le franchissement à la hausse des 6070. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est globalement, on verra le Nasdaq tout à l'heure, sur des schémas quand même, sur des indices qui sont un peu surachetés. Donc la consolidation est légitime, elle permet de retrouver un petit peu d'oxygène sur les marchés, parce que là on navigue un petit peu avec des tendances qui sont très fortes. Et là, c'est encore plus évident quand on affiche le Nasdaq 100 depuis un an, où on a eu une dernière accélération donc, depuis octobre, avec des lignes blanches qui indiquent les niveaux de gap. Donc ça veut dire qu'on a ouvert sur des séances
au-dessus des points hauts de la veille, ce qui a permis de laisser des trous de cotation, alors qu'ils sont plus ou moins larges. Effectivement, plus les gaps sont éloignés, moins ils sont pertinents, mais en tout cas, ça permet de voir qu'il y a toute une série en fait d'ouvertures comme ça qui s'est créée dans cette ascension avec pratiquement aucun repli. Et on voit que les moyennes mobiles 20, donc les trois que j'ai affichées, c'est 20, 50 et 100, sont très éloignées en fait des cours actuels. Voilà, donc un repli légitime est tout à fait envisageable. Bon, je prends pas beaucoup de risques à dire ça. Là, ce qu'il faut, c'est plutôt vérifier les niveaux d'alerte, puisque quand on a une belle orientation des moyennes mobiles comme ça, eh bien, on a une confirmation que la tendance est puissante et haussière. Là, je dirais tout repli jusqu'à 8500 pourrait s'opérer sans stress majeur. Alors effectivement, ça fait quand même des baisses qui sont assez significatives, hein. Ça ferait 500 points de hausse. Mais on n'aurait pas pour autant de déclenchement d'alerte et on pourrait très bien avoir ce genre de configuration sur le marché. Mais déjà revenir sur les 8800 points, c'est la première ligne rouge qui est affichée, me semblerait une bonne opportunité pour éventuellement se repositionner. Alors là, ça me fait revenir sur une question qui avait été posée par Hélène en tout début de cette séance, qui demandait effectivement si il était encore temps d'investir sur le Nasdaq. Alors, bon, est-ce que j'ai répondu à la question? Moi, je serais plutôt en mode d'attendre des replis, hein. Après, on va s'apercevoir que à l'intérieur du Nasdaq, eh bien, on a des valeurs qui peuvent déclencher des mouvements très violents. C'est le cas depuis le début de l'année de Tesla. Tesla, alors c'est une belle histoire, on va dire, puisque contrairement à des groupes comme Apple ou Microsoft ou Amazon, n'avait pas profité en fait de l'envolée des indices, les investisseurs se portant davantage effectivement sur les GAFA pour des problèmes de liquidité et puis les groupes qui gagnent de l'argent surtout. Mais l'histoire de Telsa sur 2019, c'est assez original puisque on avait en début d'année 2019, vous le voyez donc sur le graphique, en bleu, vous avez l'évolution de l'objectif de cours qui est fixé par l'ensemble des analystes qui suivent la société. Et en noir, donc vous avez le cours. Donc jusqu'au début, il y a encore quelques semaines, on avait des analystes qui étaient plutôt négatifs sur l'action. Certains le voyaient même à 200 dollars. Donc on avait une pression qui devait se faire sur le titre. Et puis il y a eu des bonnes nouvelles en fait sur la société avec leur investissement en Chine, avec les Gigafactories, et puis les premières livraisons qui étaient le handicap en fait de la société, qui gagne toujours pas d'argent, mais qui avait du mal à livrer. Aujourd'hui, c'est dans le domaine du possible, et donc les investisseurs réagissent très très vite en fait sur ce genre de dossier. Donc ça, c'est typiquement ce qui peut se passer sur les valeurs du Nasdaq, avec des événements qui se passent et qui peuvent donner beaucoup de valeur au cours, alors que les analystes n'ont pas forcément suivi tout ce qui s'est passé, même si on voit très bien qu'avec la courbe bleue, il y a eu un réajustement, mais qui est très loin encore des cours actuels.
Je voulais faire un zoom sur les pays émergents. Donc ici, quatre courbes. En bleu, vous avez le Sensex. Le Sensex, c'est l'indice indien. Vous avez en blanc l'indice du Brésil, l'Ibovespa. En vert, vous avez le RTS, qui est l'indice russe. Voilà. Donc sur 5 ans, en fait, on voit que ces pays émergents ont une ascension qui est assez régulière. Il y a des petits à-coups, bien entendu, mais globalement, la tendance est assez bien définie. C'est beaucoup moins net, en fait, sur le Shanghai Stock Exchange, qui a, qui a vécu une bonne fin d'année, on sait pourquoi, avec l'apaisement commercial, mais qui a eu quelques difficultés, notamment en 2018, qui a décroché par rapport au rythme des autres pays. Alors, pourquoi cette envolée des indices, alors que ces pays-là n'ont pas forcément des taux de croissance qui évoluent fortement? On a même, si, si on regroupe en fait tous ces pays émergents, bon là je vous en ai affiché 4, mais certains regroupent ces pays, certaines analystes regroupent ces pays à l'intérieur d'un panel où on trouve 18 nations. Donc sur ces 18 nations pays émergents, 15 ont vu baisser leur taux au cours de cette année 2019, excepté la Hongrie, la Pologne et la Colombie. La Pologne d'ailleurs qui a fait une performance négative en fait, sur son indice. En moyenne, il faut savoir que ces pays-là ont baissé les taux de 100 points de base. À titre de comparaison, les États-Unis ont baissé de 75 points de base. Donc ces baisses de taux sont venues un petit peu soutenir les économies, puisque le PIB cumulé de ces 18 pays est passé de 4,9 en 2018 à 4,5 en 2019. Donc là aussi, on est sur des piliers monétaires en fait qui ont permis à ces indices de faire des performances tout à fait exceptionnelles. La Russie d'ailleurs qui a réalisé la meilleure performance 2019 avec plus de 40% de performance. Alors, quand on parle de pays émergents, on parle bien entendu souvent du dollar, puisque ces pays sont très sensibles en fait, à l'évolution du dollar. Alors là, j'ai mis, à l'inverse des zones graphiques, j'ai mis vraiment une échelle de temps très longue pour s'apercevoir que la volatilité a quand même fortement baissé sur le billet vert. Ce billet vert qui représente toujours la monnaie de réserve en fait pour la planète. Hein. Il y a encore 60% plus de 60% des échanges qui se font avec le dollar. C'est la monnaie qui permet de pricer les matières premières. Donc l'évolution du dollar a un impact, bien entendu, sur toutes ces contreparties. Donc avec la nouvelle stratégie accommodante de la Fed, eh bien, le dollar s'est stabilisé, il n'a pas connu de flambée. C'est plus forcément un refuge comme avant, il y a des monnaies qui le font, qui sont recherchées souvent en parallèle au dollar, comme le yen ou le franc suisse. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'au niveau du dollar, en tout cas, eh bien, il y a une sorte de stabilité qui s'est mise en place depuis pas mal d'années maintenant. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur 2020, 2019 passé, début 2020. Alors je vais faire un petit tour sur les questions. Donc effectivement, Hélène avait envie d'investir sur le Nasdaq. Je pense que c'est mieux d'investir
par petites doses au fil du temps, hein. Ça, c'est la stratégie qu'on explique souvent à nos clients d'investir régulièrement, pratiquement pour avoir des bons prix d'achat sur le temps. Euh, je lis. Alors on parle des BNA, alors peut-être que j'ai pas assez insisté tout à l'heure, mais je crois qu'un des catalyseurs en fait des bourses sur cette année en cours là, euh, sera forcément très proche des BNA, puisque on a eu sur 2019, je vous dis, des bénéfices d'entreprise qui étaient plutôt stables, et que là on pourrait effectivement avoir un relais de croissance sur les marchés pour trouver je dirais des motivations d'investir dans la société, euh, vu qu'aujourd'hui on est sur des indices un petit peu surachetés. Donc l'évolution des BNA va être très suivie, et là on rentre dans la période des résultats annuels. Alors peut-être pas sur ces premiers résultats, enfin sur ces résultats annuels, mais en tout cas sur les perspectives annoncées par les sociétés, on pourra effectivement avoir des boosters en tout cas sur les indices. Il faudra en tout cas qu'on ait des bonnes surprises de ce côté-là pour alimenter un petit peu la hausse actuelle. Bon, j'ai beaucoup de questions sur les indices, hein, c'est évident. Globalement, il faut savoir que c'est sur le CAC 40, parce que Hubert me pose des questions sur le CAC 40. Bon, on est dans un schéma de surachat, je l'ai dit. Ça ne veut pas dire qu'on va baisser, mais en tout cas, voilà, on sait qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir des replis. On l'a bien vu, en fait, sur les les récents replis sur les indices. Euh, en une ou deux journées, on perdait pratiquement 15 jours ou 3 semaines de hausse. Donc ça, il faut l'avoir en tête, hein, que quand ça décroche, on perd pas de temps, hein. Très souvent, ça baisse vite. On dit toujours que les acheteurs prennent l'escalier et les vendeurs l'ascenseur, mais voilà. Après, dire que les marchés sont sous-vendus, c'est une chose, hein, c'est une vision à court terme. La tendance de fond, vous l'avez vu sur le CAC 40, c'est encore plus évident quand on consulte les indices américains. C'est des puissantes tendances, et on va dire que les banques centrales ne sont pas, bien entendu, étrangères à ces mouvements. Aujourd'hui, il est difficile de trouver du rendement sur les obligations. On a vu pourquoi, plutôt négatif. C'est difficile de trouver des rendements sur les matières premières, même si l'or a progressé, on voit que le pétrole est stable. Donc logiquement, eh bien, les flux se déversent sur les actions. Alors, je vois, effectivement, j'ai une question qui me dit qu'il y a eu des replis, enfin des flux négatifs sur les actions. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai pas notifié clairement dans le webinaire, mais j'en profite pour l'expliquer maintenant. Euh, ça a été la question qu'on s'est souvent posée quand on suit les marchés. Pourquoi les indices montent alors que les retraits en fait euh, dans les produits collectifs ont tendance à être de plus en plus intenses. Donc des gens qui sortent du marché action alors que les indices montent. Ça paraît difficilement explicable. Eh bien, en parallèle à ces marchés-là, ça on l'a vu tout à l'heure, les entreprises ont massivement racheté leurs actions, ce qui fait que ça crée une demande euh, pour, la bourse, et ça compense en fait les sorties nettes de flux des investisseurs. Mais il est important de rappeler que depuis 2-3 mois, ce flux s'est inversé, qu'il est passé en mode positif. Donc les gens reviennent par solde sur le marché.
Alors, les tendances sectorielles de 2020, on va dire que il y a des secteurs qui ont été à la peine en fait sur, euh, sur l'exercice qui s'est terminé, l'automobile notamment. Donc on s'aperçoit que tout ce qui est industriel a souffert en fait de la baisse des volumes dans les échanges mondiaux, a souffert effectivement du stress qu'a généré le conflit sino-américain. Donc tout ce qui est, on va dire, valeur cyclique, ça a été difficile pour 2019. On a vu que les technos étaient encore une fois les grands gagnantes. Elles resteront, je pense, au devant de la scène avec une nouvelle technologie qui va révolutionner sur les années à venir, c'est la 5G. Il faudra suivre un petit peu toutes les entreprises qui opèrent dans ce secteur-là. Donc là, on est encore, je pense, devant de belles surprises concernant ces secteurs. Voilà. Je n'ai peut-être pas répondu à toutes les questions. Alors les small, effectivement, les small, c'est une thématique qui est souvent revenue depuis 2-3 ans. On a vraiment un décrochage des small. C'est très facile à expliquer. Aujourd'hui, devant une sorte d'incertitude économique, les investisseurs ont préféré investir sur des, sur des valeurs à forte liquidité. Euh, donc ça profitait effectivement aux stars des indices. Hein. Bon, si on reste en CAC 40, on pourra évoquer les valeurs du luxe avec LVMH notamment. Et tout ça au détriment en fait des small caps qui concernent un secteur où il y a un compartiment où il y a beaucoup de très très belles valeurs, mais qui ont subi en fait le manque de liquidité en fait sur le marché et les craintes des investisseurs de pouvoir sortir s'il y avait, je dirais, une obligation de vendre rapidement les titres, d'être confronté à un problème d'illiquidité. Donc, ça peut être effectivement un thème à jouer sur 2020, ce thème de rattrapage en fait des small caps. Et on sait que là, il y a de belles sociétés à jouer. Voilà. J'ai peut-être pas répondu à toutes les questions, mais il est 19h, ça fait donc maintenant 1 heure qu'on est sur ce webinaire. Je vais récolter de toute façon toutes les questions et j'y répondrai demain par mail, par téléphone. Et encore une fois, j'espère avoir été assez précis dans cette description. Encore une fois, il est difficile de prévoir le futur. On est dans un monde très imprévisible. On sait très bien, on l'a vu, entre le président des États-Unis et les événements au Moyen-Orient, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, donc on essaye de mettre un petit peu de visibilité là-dedans, de clarté. En tout cas, merci pour avoir été aussi nombreux. Il y avait encore beaucoup de monde ce soir sur ce webinaire. N'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter pour d'éventuelles informations supplémentaires. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne soirée.